Du coup, merci encore une fois. Donc, on réitère les remerciements pour votre présence ce soir à toutes et à tous. On remercie également nos invités de nous faire cet honneur, d'être présents et présentes avec nous pour ce meeting de lancement de campagne de l'Union populaire de la LFI, justement pour ces élections européennes sur le 92. Donc, officiellement, le bal est ouvert. Donc, on va pouvoir y aller franchement. Merci à vous. Je vous laisserai vous présenter chacun et chacune lorsque votre retour viendra, de faire un petit exposé que vous avez sans doute, j'imagine, préparé. Je vois vos feuilles, vos devoirs bien faits, c'est très bien. Moi aussi, j'ai fait mon petit truc moins propre, mais l'idée est là. L'idée, on a proposé à nos invités de ce soir, nos invités, donc nos militants et nos militantes, de jeter un œil aux différents arguments, aux différents axes de travail pour cette campagne. Peut-être auront-ils également des questions à vous poser sur ces axes qui sont définis pour cette campagne et peut-être vous interpeller sur un certain nombre de sujets, peut-être pas clairs, peut-être des sujets qui n'apparaissent pas sur ces panneaux et qui sans doute sont importants pour nous ce soir. Donc je vais vous céder la parole et à un moment la salle aura la possibilité de nous interpeller sur ces sujets, si ça vous convient. Voilà. Je prends celui-là. Eh bien, bonjour tout le monde. Ça fait quelque chose déjà. Je ne vous cache pas. Donc, moi, je m'appelle Anne Baluette et je suis la candidate pour les élections européennes pour notre beau département du 92. Alors, je suis conseillère municipale à Montrouge, donc de l'autre côté. Désolée, pas du Nord. Et voilà. J'ai travaillé dans une autre vie à Bruxelles pendant 5 ans sur les transports publics, donc je connais bien à la fois l'Union européenne, le fonctionnement des lobbies et les transports en particulier. Donc c'est de ça dont je vais vous parler un peu. Déjà, je voulais dire un grand merci à tous les camarades qui m'ont aidé aujourd'hui, qui ont diffé avant, qui ont collé, qui ont fait tout pour que ce soit possible ce soir. Merci à vous, merci à Olivier. Ça fait plaisir de lancer la campagne de Hauts-de-Seine à Gennevilliers, dans une ville de gauche, parce qu'on ne va pas se le cacher, hein, c'est pas le département le plus facile, le 92. Voilà. C'est pour notre famille politique, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais voilà, c'est quand même le département de Gabriel Attal. Ouais, et plus Catévenot aussi, on oublie, aussi. Ouais. Et puis c'est le département de Neuilly avec ses 6% de logement social. C'est pas top. Et en plus Neuilly qui du coup va bénéficier de l'annonce de Gabriel Attal, qui va faire que le logement locatif intermédiaire va devenir du logement social. Donc, sans rien faire, ils vont se retrouver de 6% de logement social, probablement l'équivalent de 25%, donc la loi. Ça tombe super bien. Exactement, c'est magique. On claque des doigts et puis c'est fini. Et si on est quand même dans le département le plus riche de France, qui dégage un excédent de 500 millions d'euros par an, mais qui laisse quand même ses enfants placés à l'hôtel, parce que vous comprenez, en fait on ne comprend pas, hein, mais évidemment, eux, il y a une logique à faire de l'argent pour un département. Et la vérité, c'est que le 92, c'est pas que ça. C'est évidemment Neuilly, tout ça, mais c'est pas que ça. C'est aussi un département qui a placé Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle en deuxième position. Avec 25,8%. 25,8%, c'est un électeur sur 4 dans notre département qui a mis un bulletin France Insoumise dans l'urne le 10 avril 2022. Et ça donne matière à espoir quand même. Je sais pas vous. Ce sont des communes justement comme Gennevilliers, mais aussi Malakoff, Colombes, Nanterre, et Bagneux, vous me dites si j'en ai oublié, qui ont mis Jean-Luc Mélenchon en tête. À Villeneuve-la-Garenne, voilà, très bien, c'est bien. Et c'est 12 circonscriptions sur 13 où la NUPES est arrivée au deuxième tour. Et dans notre ville de Montrouge, le député, Aurélien Satoumi, a fait 45% au deuxième tour. Vous avez vu pour le vidéo. Donc il y a des victoires à aller chercher, y compris dans notre département. Il ne faut pas oublier, les camarades, que la force, elle est chez nous. La force, on est la force. Et on a la force, y compris dans le 92. Et on est dans le 92, et on est aussi à Bruxelles. À Bruxelles, notre force, c'est d'avoir, parce que le Parlement n'est pas encore fini, 4 députés qui ont arraché des victoires très concrètes pour notre quotidien. C'est Leïla Chaibi, par exemple, qui a obtenu la reconnaissance du statut de salarié pour les travailleurs de plateforme. Vous savez, les fameux travailleurs ubérisés. Et ça, gardez en tête que c'est une victoire non seulement pour les Français, mais pour 26 autres pays aussi. Donc c'est pas rien. Et ça, c'est une vraie députée de combat. C'est comme ça qu'on fait.
Et c'est comme ça qu'on aspire à être quand on veut être député aussi. Et c'est Manon Aubry, par exemple, notre tête de liste, que vous connaissez tous, elle est partout, hein, si jamais vous voulez passer, normalement c'est bon, qui a obtenu de nouvelles obligations pour les multinationales, un devoir de vigilance, qui s'appelle, pour s'assurer que les pratiques sur tout le long de la chaîne de production ne soient pas contraires aux droits humains. Et ça, c'est une énorme victoire aussi, et elle a obtenu aussi la création d'une autorité éthique indépendante. Donc ça, tout ça, ça va se jouer la semaine prochaine à Bruxelles, vous verrez sur les réseaux sociaux, on va crier victoire, ça va être super. C'est aussi Younous Omarjee qui a été notre président d'une commission. Alors c'est un peu comme à l'Assemblée nationale, mais sauf qu'il n'y en a pas 8, il y en a 20. Et donc il y a 20 commissions, et lui il était président de la commission pour le développement régional. Et c'est Marina Mesure qui même, au bout de 2 ans, alors même ça faisait même pas 2 ans, a été reconnue comme étant une des députées leaders sur la lutte pour éviter la fin du tarif réglementé de vente de l'électricité, c'est ça, TRVE. Ouais. Bon, il y a des électriciens dans la salle qui vont corriger de toute façon. Voilà. Donc s'il y a qu'un chiffre à retenir ce soir, les camarades, c'est le suivant. Si un électeur sur 2, juste 1 sur 2, de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, se mobilise pour voter pour notre liste le 2 juin prochain, on fait 20%. 20%, c'est 20 députés. C'est 20 députés européens. C'est 5 fois plus que ce qu'on a aujourd'hui, donc c'est 5 fois plus de victoires. C'est une mathématique. Et c'est autant de victoires pour le peuple à Bruxelles, de victoires concrètes. Et c'est à ça que ça sert d'aller voter aux élections européennes. C'est à ça que ça sert. Ça sert à avoir des députés qui vont arracher ces victoires, coûte que coûte, et patiemment pendant 5 ans qu'ils vont les construire. Et c'est aussi de nous donner la force à nous de contrer les mensonges et les faux semblants de la Macronie. Parce que je vais vous prendre un seul exemple pour illustrer, c'est l'exemple que je connais le mieux, c'est l'ouverture à la concurrence du ferroviaire. Voilà, c'est pas hyper engageant, mais bon, je vais vous expliquer. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des grèves, hein, vous vous en souvenez sûrement, parce qu'on nous a dit qu'on avait été pris en otage, donc ça ne s'oublie pas. Mais personne ne nous a vraiment expliqué pourquoi. Parce que le seul argument du gouvernement, c'était c'est pas nous, c'est Bruxelles. Bon, on n'a pas le choix, hein, vraiment, on aurait aimé ne pas, mais voilà, Bruxelles nous a imposé, donc on a été obligés. Et bien en fait, c'est faux, et je vais vous le dire d'ailleurs, parce que j'y étais. Donc en fait, j'ai assisté à ces négociations, et donc je peux vous dire que c'est faux. Ce qui s'est passé, c'est que d'un côté, en fait, on avait des États membres qui l'avaient déjà fait, l'ouverture à la concurrence. Donc eux, c'était pas trop leur sujet. Ils en avaient un peu rien à faire. Et d'ailleurs, en passant, hein, personne n'est allé voir dans leur pays comment ça s'était passé. Parce qu'il suffit d'avoir pris le train une fois au Royaume-Uni pour comprendre que c'est pas un modèle hyper enviable quand même dans l'ensemble. Donc personne n'y est allé. Mais bon. Donc d'un côté, on a des États membres qui l'avaient déjà fait et qui disaient allez-y, faites ce que vous voulez. Et puis de l'autre, on avait des États membres qui disaient de toute façon, ça n'arrivera jamais dans notre pays. On le fera pas, c'est niette. Donc la Commission européenne a dit ok, comment on fait? On va aménager des exceptions. Donc la Belgique a dit moi, jamais j'ouvrirai, ce sera la SNCB à la vie à la mort. Donc ils ont aménagé une petite exception dans la directive pour la Belgique. La Belgique, en gros, alors c'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est une exception qui marche justement pour la Belgique. Puis la Bulgarie a dit, moi, franchement, l'ouverture à la concurrence, c'est pas trop mon truc, j'ai pas beaucoup de lignes ferroviaires, j'aimerais ne pas avoir à ouvrir. La Commission européenne a dit, alors, vous avez combien de kilomètres de lignes? La Bulgarie a dit, 500 000 kilomètres. 500 000 km, ok, en dessous de 500 000 km, pas d'obligation de faire l'ouverture à la concurrence. Ah, ok, d'accord, la Bulgarie a obtenu son exception. Voilà. Puis au milieu de ces deux États membres, de ces deux trucs, donc les États membres qui avaient déjà ouvert et ceux qui ne voulaient pas, il y avait des pays qui voulaient, mais qui savaient que ça ne passerait pas trop près de leur population. Donc ils avaient besoin d'aide. Et c'est là que Bruxelles intervient. Parce que la Commission européenne, elle n'est jamais trop avare de libéralisation, hein, donc si on lui demande de l'aide pour la libéralisation, il n'y a pas de souci, elle le fera. Et donc, je vous le donne en mille, le seul pays qui est dans ce cas-là, c'est la France. Voilà. La France, c'est une grande démocratie qui savait que le peuple ne voudrait pas de la fin de la SNCF. Il y a un peuple qui n'est pas dupe sur le fait que ce qu'on fait à la SNCF, c'est exactement ce qu'on a fait avec tous les autres services publics. Hein. C'est ce qu'on a fait avec la Poste, c'est ce qu'on a fait avec les télécoms, c'est ce qu'on a fait avec l'énergie, c'est ce qu'on a fait avec le fret ferroviaire. Et à chaque fois, c'est les mêmes conséquences. Et désormais, c'est le passager ferroviaire. Alors, avec l'aide de cette Commission européenne, toujours bienveillante pour, en gros, libéraliser le service public, et des lobbies qui sont toujours actifs pour obtenir la libéralisation du de l'énième service public qui aurait résisté, eh bien, on obtient une réforme européenne qui a en fait été taillée sur mesure pour dépecer la SNCF. Voilà. Et ne laissez personne vous dire autrement, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça permet à la France de venir à Paris et de dire c'était pas nous, alors qu'en fait, il n'y avait que. Si la Bulgarie et la Belgique obtiennent des exceptions, soyez-en certains que la France aussi
aurait pu obtenir une exception. Elle n'en voulait pas. C'était pratique, c'est hyper subtil comme façon de faire pour détruire un service public. Personne n'y comprend rien, personne n'ira vérifier, donc on peut dire ce qu'on veut. Et quand Pécresse dit aussi il faut ouvrir à la concurrence en Île-de-France, c'est obligatoire, c'est Bruxelles qui nous l'impose. C'est faux. Elle ment. Elle le sait qu'elle ment. Parce que la preuve, c'est que même à l'étranger, personne ne le fait. À Berlin, il n'y a pas de concurrence. À Vienne, il n'y a pas de concurrence. Même à Londres, ils n'ont pas fait de concurrence pour leur métro. C'est faux. Et en France, il n'y a pas de concurrence à Marseille, à Toulouse, à Nice. Il n'y en a pas. Et c'est légal. Je vous le dis. C'est tout à fait légal. Donc elle va devant nous et elle nous dit on n'a pas le choix, on est obligé d'ouvrir à la concurrence. Mais c'est faux. Ils mentent tout le temps. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se dépossèdent de leurs compétences pour se défausser de leurs responsabilités. Et quand vient le temps de rendre des comptes, ils lèvent les bras et disent désolé, c'est pas nous. On a fait une erreur. Il faut ça aussi au niveau local, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est la même combine à tous les échelons. Hein. Au niveau local, ça s'appelle le territoire. Alors, chez moi, à Montrouge, ça s'appelle Vallée Sud Grand Paris. Donc, vous avez un problème de voirie à Montrouge, bah, désolé, c'est pas nous, c'est Vallée Sud Grand Paris, allez voir avec eux. Ah, ok, merde. Vous avez un problème avec le bailleur social, ah, désolé, on l'a vendu à ici Moulineau. Mais allez voir chez eux, il n'y a pas de souci, sorti, ça devrait le faire. Voilà, c'est pratique, personne n'est responsable. Les services publics, pourtant, c'est notre patrimoine à tous. Et c'est ça qu'ils sont en train de vendre. Oui, ils ont déjà vendu, hein. En utilisant un jargon technique bien commode qui maquille la réalité de la casse sociale qui est en cours. Et si je reviens sur l'exemple de la concurrence dans le ferroviaire à Bruxelles, bon, vous imaginez bien que c'est un poil plus compliqué que ce que je vous ai dit, et il y a effectivement, probablement, la Commission européenne qui va lancer pour voir si tous les pays ont bien fait comme il fallait. Et bon, grosso modo, c'est ça. Hein. Donc quand la Commission européenne se penche sur les pays et se dit, bon, bah, est-ce que ce pays-là, il a vraiment respecté la législation ou pas, il se passe un truc qui est très important, parce qu'on oublie qu'à Bruxelles, on fait de la politique. Mais il se passe un truc que la Commission européenne, elle regarde, elle se dit, ok, je vais faire des sanctions, je vais faire la morale, je vais faire une poursuite contre un pays. Et puis, en fait, ces sanctions-là, elles sont politiques, elles naissent d'un rapport de force entre les États membres et la Commission européenne. La Commission européenne, elle va se tourner vers la Belgique, puis elle va dire, la Belgique, ils ne veulent pas faire l'ouverture à la concurrence, ouais, mais en même temps, c'est le pays qui nous accueille. C'est compliqué, on ne peut pas trop faire de sanctions contre la Belgique. Bon, la Belgique, on laisse tomber. La Finlande serait bien quand même, parce qu'il faudrait bien qu'ils ouvrent et tout, mais la Finlande, on en a besoin, parce qu'on veut faire de l'austérité, donc eux, ils sont plutôt bons élèves, donc on en a plutôt besoin de notre côté, donc on ne fera pas la Finlande. On fera peut-être la Hongrie, mais la Hongrie, il y a les droits humains, enfin, il y a d'autres priorités, quoi, l'état de droit, enfin, tout ça. Donc bon. Donc en fait, à Bruxelles aussi, c'est un rapport de force permanent qui se joue entre les États membres et la Commission européenne, mais aussi avec le Parlement. Et donc, nous, notre objectif, c'est qu'on commence par envoyer des députés de combat qui, au Parlement européen, sauront manier ce rapport de force, qui ne se laisseront pas intimider, ni par la Commission européenne, ni par les lobbies qui font leur loi. Et demain, on se donne de la force au Parlement européen. Et après-demain, on se donnera de la force en gagnant la présidentielle. Et on enverra enfin un candidat de gauche à Bruxelles pour négocier avec nous. Bonsoir à tous et toutes. Merci beaucoup pour l'invitation à participer à ce lancement de la campagne dans 92 à Gennevilliers. Daniel Obono, député de Paris 18e, 19e arrondissement, membre du groupe de la France Insoumise et membre de la coordination de la France Insoumise au niveau national. Je suis heureuse de participer à cette réunion, comme à toutes celles qui ont lieu en ce moment partout dans le pays. Il y a des dizaines de réunions en ce moment. Cette semaine, j'étais moi-même à Bourges. Et aujourd'hui, il y en a un peu partout, ce qui dit aussi de la force de notre mouvement, notre capacité à se déployer et à aller en campagne dans un moment qui est quand même, il faut le rappeler, je vais parler essentiellement de la situation au niveau international. C'est un moment qui est particulier, je crois, dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire du continent, mais y compris au niveau international. Parce que nous vivons, je crois, un moment de bascule à plusieurs niveaux.
La première bascule, la plus importante, la plus vitale de mon point de vue, c'est celle du dérèglement climatique. On assiste et on vit en ce moment à une petite échelle à travers les changements météo, mais plus largement sur le continent à travers les sécheresses ou les inondations et à travers la planète. Quand on pense à ce qu'on appelle la 6e extinction des espèces, les effets du dérèglement et des émissions de gaz à effet de serre qui accélèrent le dérèglement, ce qui se passe et qu'on est en train de vivre, c'est le risque et la menace pour l'écosystème qui rend la vie humaine possible. Et ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est le produit direct et la conséquence directe de l'action humaine. Et en même temps, nous sommes aujourd'hui à une étape de l'histoire de l'humanité où nous avons les moyens, les ressources humaines, techniques, technologiques pour faire face à cela. Nous avons dans notre pays, à l'échelle du continent et à l'échelle de la planète, comme jamais, suffisamment de ressources pour faire et entreprendre ce qui devrait être en vérité l'horizon commun de l'humanité à cette étape de son histoire, c'est-à-dire transformer l'ensemble de nos moyens de production, de consommation, de transport et d'échange pour adapter nos sociétés, les sociétés humaines, à ce dérèglement, à ce changement qui a commencé, qui est aujourd'hui irréversible, mais auquel on peut aujourd'hui faire en sorte d'en atténuer les effets et de protéger l'ensemble de notre écosystème. C'est quelque chose, je pense, qu'il faut rappeler. Nous ne sommes pas impuissants, nous ne sommes pas démunis face à ce qui est le produit de notre propre activité. En tout cas, son accélération est directement le produit de notre propre activité. Si nous ne faisons pas ce qu'il faut, et quand je dis nous, en premier lieu, je pense à celles et ceux qui sont en position de le faire, en position de pouvoir, en position de gouvernement, c'est par des choix politiques. Et c'est précisément ces choix qu'il faut interroger. Et le 9 juin, nous aurons l'occasion de les interroger à l'échelle de l'Europe, mais ça aura des répercussions de ce que nous serons capables de faire au niveau européen, et je pense au niveau français, et je pense aussi que ce sera un signal envoyé au reste du monde. Il faut interroger les choix des gouvernements au moment où toute l'énergie, toute l'intelligence humaine devrait être portée vers l'enjeu et le défi civilisationnel de la bifurcation écologique. Interroger les choix de ces gouvernements, notamment les gouvernements européens occidentaux, de décider que l'horizon humain donné aux générations actuelles, ce ne sera pas celle du défi de la bifurcation écologique, mais celui de la guerre généralisée. La guerre généralisée, c'est ça le risque aujourd'hui qui est porté pour les peuples du monde. La guerre généralisée, ce dont Lénine disait en parlant de l'impérialisme, le stade suprême du capitalisme, ou, pour citer Jaurès, le capitalisme qui porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Cette guerre généralisée, elle a des objectifs, elle a des moteurs, elle a des acteurs de premier plan, et je vais en parler. Et puis, elle a des moments d'inflexion, elle a des leviers, et ce qui se passe aujourd'hui en Palestine et à Gaza est un des leviers, un des endroits aujourd'hui où se décide à plusieurs niveaux, de mon point de vue, le choix de rentrer dans la guerre généralisée et d'accélérer l'instabilité, le désordre mondial, ou justement d'empêcher qu'on bascule. Et on bascule dans cette folie, qui est une folie pour l'espèce humaine, qui est une folie pour la planète, qui est une folie pour individuellement, y compris en France, même si on a l'impression que ce qui se passe en Palestine, ça concerne les Palestiniens, et ça, c'est déjà un sujet. Mais je voudrais insister à quel point
ce qui se joue là-bas va aussi déterminer notre propre quotidien, notre propre futur. En Palestine et à Gaza se déroule le premier génocide en live stream auquel on assiste sur nos appareils de téléphone. Un génocide où, ce que disait une des avocates de l'Afrique du Sud, quand ce pays a sauvé notre honneur à tous en portant une accusation auprès de la Cour internationale de justice, un dossier sourcé, référencé, pour mettre un terme au massacre commis par le gouvernement israélien. Cette avocate expliquait comment c'est la première fois dans l'histoire où les victimes enregistrent en direct ce qui leur arrive, dans l'espoir jusqu'ici vain que le monde fasse quelque chose. Et depuis 6 mois, nous-mêmes assistons avec très souvent, et plus le temps passe, plus le sentiment d'impuissance et de rage et de colère est fort, nous-mêmes assistons à des massacres sans que celles et ceux qui ont le pouvoir d'intervenir le fassent. Pourquoi ? Pourquoi le choix aujourd'hui de notre pays et de pays européens de s'aligner de manière aussi inconditionnelle, aussi incompréhensible sur les stratégies du gouvernement d'extrême droite israélien? Pourquoi à cette heure, il n'y a que l'Espagne en Europe qui a pris l'initiative de reconnaître l'État de Palestine, ce qui montre d'ailleurs qu'il est possible de le faire sans attendre que ce soit fait au niveau international. On a vu le veto des États-Unis d'Amérique, et la France, pour une fois, a fait honneur à notre propre histoire en votant en sa faveur. Mais qu'attend-elle pour voter de manière unilatérale et reconnaître l'État de Palestine en France, comme l'Espagne et désormais plusieurs autres pays vont le faire? Pourquoi il n'y a que l'Irlande ou l'Espagne ou la Belgique qui a annoncé entamer au niveau européen des initiatives pour remettre en cause l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, qui est le principal accord de commerce au niveau international pour ce pays? L'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. Un accord qui a été signé en incluant un certain nombre de clauses et de conditions, notamment en termes de droits humains. L'Espagne a annoncé, il y a quelques heures, qu'elle entamait cette démarche, ce que ne fait pas aujourd'hui la Belgique, excusez-moi, ce que ne fait pas aujourd'hui la France, alors qu'elle en aurait les moyens. Pourquoi aujourd'hui doit-on assister à la mise en danger de plus d'1 million de personnes qui, selon les données de l'ONU, risquent de mourir de faim? Et là, ce n'est pas une famine qui serait le résultat de sécheresse ou d'inondation ou d'une catastrophe naturelle, comme on dit, avec beaucoup de guillemets. Non, c'est une famine organisée, annoncée depuis des mois, dès le début de la réponse israélienne à l'attaque du 7 octobre. Ils disaient, noir sur blanc, qu'ils allaient couper l'électricité, qu'ils allaient couper les vivres, et faire en sorte et annoncer que ce serait l'ensemble des Palestiniens, l'ensemble des habitants de Gaza qui paieraient le prix de l'action du Hamas. On le sait aujourd'hui, plus d'1 million de personnes aujourd'hui, dans les semaines qui arrivent, risquent de mourir de faim sous nos yeux. Quelle est aujourd'hui la raison d'une telle, pas simplement indifférence politique, mais d'une complicité? Parce qu'il y a complicité, pas simplement celle des États-Unis d'Amérique, qui sont les principaux soutiens militaires et financiers du gouvernement israélien, mais aussi celle de la France, qui, comme l'a révélé
il y a quelques semaines, le site d'investigation Disclose a conclu un accord en décembre dernier pour envoyer des matériels qui aident l'armée israélienne, celle qui commet des massacres, celle qui commet des crimes de guerre, celle dont la Cour internationale de justice a reconnu qu'elle faisait courir un risque de génocide. Eh bien, la France, en décembre dernier, a envoyé du matériel qui permet d'alimenter des mitraillettes, des armes de mort à Israël. Et d'ailleurs, elle en fait aujourd'hui l'objet, notre pays fait aujourd'hui l'objet d'une action en justice de la part de plusieurs organisations de défense des droits humains pour justement son implication directe, qui nous rend complices des crimes qui ont lieu actuellement. Alors on peut expliquer de plusieurs manières pour comprendre le moment dans lequel on est. D'abord, il y a un alignement sur la politique du gouvernement d'extrême droite israélien qui vient d'un choix assumé, politique, géopolitique, notamment des États-Unis d'Amérique, qui en fait un allié dans la région. Il y a aussi, bien entendu, l'idée que, et vous l'avez entendu, l'idée selon laquelle Israël était la seule démocratie de la région, en oubliant qu'une démocratie qui nie à une partie de la population la possibilité, les droits fondamentaux, une démocratie qui occupe et colonise un territoire et un peuple, n'a de démocratique que le nom, et est considérée même par un certain nombre d'organisations de défense des droits humains, et même par l'ONU, comme un pays qui pratique l'apartheid. Alors, dans ce cas, on peut dire, oui, c'est une démocratie d'apartheid, c'est une démocratie suprémaciste, c'est une démocratie coloniale. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce soutien inconditionnel, parce que ça fait écho à l'histoire et à la nature historique des liens coloniaux qui unissent d'une certaine manière l'histoire d'Israël avec l'histoire de nombreux pays européens. Il y a cette histoire-là, et je pense qu'elle n'est pas anecdotique dans cet alignement. Et puis, il y a aussi le fait que la guerre, les guerres coloniales, et cette guerre-là en particulier, participent de faire tourner l'économie. La guerre, elle se fait sur le dos des peuples, avec le sang des peuples, mais elle permet le profit d'un certain nombre. Je voulais rappeler quelques chiffres. Le budget du Pentagone des États-Unis d'Amérique, qui est de plus de 800 milliards, à lui seul dépasse les budgets militaires combinés des 9 puissances militaires suivant les États-Unis, y compris la Chine et la Russie. Les États-Unis d'Amérique ont, avec Israël, un accord qui permet que c'est l'un des fournisseurs les plus importants de ce pays, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une aide qui sort de nulle part, c'est une aide qui permet à l'industrie américaine, qui permet à ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel de fonctionner. Et il fonctionne à plein depuis 6 mois grâce aux choix qui ont été faits par le gouvernement des États-Unis d'alimenter la machine de guerre israélienne. Donc, on a, avec cet exemple-là, la combinaison, à la fois en termes politiques, idéologiques et économiques, des raisons pour lesquelles il y a un tel alignement, et des raisons pour lesquelles ça profite à une minorité que des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire des crimes de génocide soient commis contre le peuple palestinien à Gaza. Mais ce qui se joue dans ce choix politique,
c'est bien sûr la survie des Palestiniens à Gaza. Et au-delà, parce que la guerre, elle est aussi menée en Cisjordanie. Ce qui se joue, c'est bien sûr notre humanité à tous et toutes, de considérer qu'on puisse accepter de tels crimes soient commis en notre nom. Mais ce qui joue aussi, c'est l'avenir, et c'est ce que je disais au départ, c'est l'avenir d'une certaine idée de l'ordre international, avec beaucoup de guillemets. Parce qu'avec ce deux poids, deux mesures, qui est tellement, qui a toujours été dans le soutien au gouvernement successif en Israël, une des critiques profondes de celles et ceux qui portent depuis très longtemps la cause palestinienne, le deux poids, deux mesures dans le traitement de l'information. Et là, on l'a vu quand même à une dimension comme jamais, comme la disparition totale de Gaza et des Palestiniens des médias. Il n'existe pas, et quand ça existe, c'est dit avec de tels mots qu'il pourrait tout aussi bien ne pas exister. Ce deux poids, deux mesures, il signifie aussi à l'échelle internationale qu'on est en train de vivre la fin du sentiment de supériorité morale de nombre de gouvernements occidentaux. L'idée d'être les bastions des droits de l'homme, de l'état de droit. Aujourd'hui, aucun gouvernement français ou européen n'a les moyens de faire la leçon à qui que ce soit, quelque gouvernement que ce soit à travers le monde, sur la défense des droits humains, sur le traitement de telle ou telle population, quand ces mêmes gouvernements ferment les yeux, voire participent directement au massacre des Palestiniens. Aucun gouvernement français ou européen n'a la moindre autorité morale sur qui que ce soit. Et ce n'est pas simplement une question morale, parce que ça a des conséquences. Ce qui est en jeu à Gaza, c'est l'avenir même du droit international, qui est avec toutes les limites de ce droit international, qui a souvent été appliqué là aussi à géométrie variable, plus facilement sur des régimes autoritaires du Sud global, qui avaient certainement de bonnes raisons d'être poursuivis, mais dont on oublie aussi les responsabilités de gouvernements occidentaux. Oui, il avait des limites et il a toujours des limites, ce droit international et cette justice internationale. Mais c'est ce qui, encore aujourd'hui, permet que le monde ne soit pas une jungle généralisée où seule la loi du plus fort a de mise. Le droit international, c'est le cadre qui, y compris, a été conquis par la lutte des peuples, par les luttes de libération des peuples, par les luttes d'émancipation et d'indépendance, qui ont fait en sorte que ce ne soit pas juste une poignée d'États occidentaux coloniaux qui imposent leurs lois, qui ont fait en sorte qu'il existe au sein des Nations Unies un concert des nations où ces voix peuvent se faire entendre, où des rapports de force se font entendre, qui contrebalance l'unilatéralisme. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce cadre des Nations Unies, nombre de nations grandes puissances essaient de le contourner avec des G7, avec tel ou tel. Donc, ce qui se passe en ce moment, avec le mépris total vis-à-vis des injonctions de la Cour internationale de justice, vis-à-vis des appels de l'ONU, c'est la remise en cause de cet ordre international. Et cet ordre du droit qui nous protège justement du basculement dans l'anarchie généralisée. Voilà aussi ce qui se joue en ce moment à Gaza. Et pour ne pas donner un tableau unilatéral, je pense que ce qu'on a vu et ce qu'on est aussi en train de vivre donne une idée, les prémices d'une alternative justement à ces politiques militaristes, ces politiques guerrières, ces politiques d'alignement sur le pire de ce que la politique peut faire, à l'exemple de ce que font aujourd'hui le gouvernement des démocrates israéliens. Parce que si les gouvernements sont
pour partie, en France, en Europe, alignés sur la position de soutien inconditionnel. Les peuples, aujourd'hui, à l'échelle de la planète, mais je pense à l'échelle du continent européen et dans notre pays, refusent que l'on massacre et qu'on tue en leur nom. Refusent, y compris quelles que soient les nationalités, quelles que soient les cultures, quelles que soient les religions, et c'est important de le rappeler, refusent par humanité que les Palestiniens se fassent massacrer et que leur pays y participe. En ce moment même, aux États-Unis d'Amérique, dans les plus grandes universités de ce pays, qui sont quand même l'endroit où les dominants par excellence produisent et reproduisent justement leur propagande, il y a des étudiants qui se sont fait arrêter pour avoir fait un campement devant leur université pour demander le désinvestissement de ces universités qui participent à financer des projets dans les territoires occupés ou en Israël. Ils se sont fait arrêter par centaines il y a quelques jours, et en réaction à cela, ils sont revenus, ils se sont installés, et c'est maintenant un mouvement qui est en train de s'étendre sur plusieurs campus, à Columbia, à Yale, en Californie, dans les grandes universités californiennes. Et on retrouve dans ces organisations étudiantes et au-delà, y compris des organisations de juifs de gauche, anti-guerre, anti-sionistes, qui assument et affirment qu'au nom même de leur propre histoire, de leur propre identité, ils refusent d'être amalgamés aux atrocités commises par Netanyahou, et ils se battent pour la liberté pour la Palestine, pour le cessez-le-feu. Je crois que ce qui se passe en ce moment, aujourd'hui, un peu partout dans le monde, à l'exemple de ce qui se passe sur les campus aux États-Unis, et qui font aussi, du coup, l'objet d'une répression extrêmement importante. On a vu aussi ce qui s'est passé en France dernièrement. Ce qui se passe à travers le monde dit aussi, justement, ce qui fait pour nous la force de notre positionnement, parce qu'on pourrait se dire que, y compris au quotidien, quand on regarde les journaux, quand on regarde dans les médias, ils ne parlent pas des mobilisations qu'il y a aux États-Unis contre la guerre. Ils passent en boucle les mensonges, les insultes, les infamies à notre égard, et on pourrait se dire qu'on est un peu isolé. Eh bien non. Ceux qui sont minoritaires, c'est ceux qui sont les soutiens inconditionnels d'Israël. Aujourd'hui, la position que tient la France insoumise, qu'elle a tenue depuis le départ, qui est une position sans aucune ambiguïté, de condamnation de tous les crimes de guerre, de tous les crimes de guerre. Ce que beaucoup de nos opposants et de nos critiques ne font pas eux, parce qu'ils ont la condamnation à géométrie variable. Nous ne l'avons jamais eue. Et nous avons dit tout de suite qu'il faut mettre un terme à la violence. Nous avons dit tout de suite qu'il faut un cessez-le-feu. Nous avons dit tout de suite qu'y compris pour libérer les otages, il faut un cessez-le-feu. Cette position, elle est loin d'être minoritaire. C'est une position majoritaire qui est en train, en ce moment, y compris aux États-Unis, de mettre en difficulté le président Biden pour sa réélection. Une position qui rassemble des milliers de personnes, des millions de personnes à travers la planète. Et qui n'est pas non plus une position électoraliste ou opportuniste, comme ont tenté de le faire croire nombre de critiques, avec derrière, et c'est important quand même de le rappeler, une vision, pour le coup, extrêmement raciste de ce débat. Ceux qui racialisent, qui ethnicisent le conflit, qui l'importent avec cette grille de lecture, pour qui, quand on est arabe ou musulman, on ne peut avoir d'empathie pour les Palestiniens que parce qu'ils seraient arabes et musulmans. Ce qui d'ailleurs est aussi une vision qui réduit la diversité du peuple palestinien
a une seule caractéristique, qui réduit les soutiens du peuple palestinien à une portion de la population et dont ils réduisent eux-mêmes le soutien à cette seule dimension supposément religieuse. Comme si quand on est qui que ce soit, en fait, on ne peut pas être un être humain et considérer qu'il est insupportable que plus de 10 000 enfants aient été massacrés et soi-disant par des soi-disant tireurs d'élite. Cette vision-là, elle est profondément raciste. Elle est profondément racialiste. Et nous la dénonçons, il faut la dénoncer comme telle. Eh bien, nous disons et nous redisons depuis le départ que non, nous ne faisons ni d'amalgame entre juifs et israéliens, ni d'amalgame entre palestiniens, Hamas, terroristes ou islamistes. Cette position-là, je pense qu'elle est majoritaire dans ce pays et au-delà. Et je crois, ça l'est toujours, une de nos forces et de notre fierté, de ne jamais avoir baissé les yeux et d'avoir toujours affirmé haut et fort la défense du droit international, la défense des peuples et de leur liberté, et le refus de la division, notamment la division raciste et xénophobe, que tous nos critiques utilisent sans discontinuer depuis 6 mois. Alors ce message, c'est pas juste un coup électoral. Ce message, il est fondamental pour toutes les raisons que j'ai énoncées. Parce que à Gaza et en Palestine se joue bien plus que simplement un énième épisode d'un conflit que certains présentent comme millénaire, comme uniquement une opposition civilisationnelle, alors que nous disons que c'est un choix politique, alors que nous disons que c'est une guerre coloniale, et que donc la réponse, elle doit être politique. C'est une question fondamentale, je vais terminer là-dessus parce que c'est aussi à ce titre-là qu'on veut nous imposer, ici en France, une accélération de ce qui a commencé depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire des reculs de nos droits et libertés fondamentales. Je ne vais pas revenir, vous avez tous suivi ce qui est fait aujourd'hui contre la France insoumise, aujourd'hui contre Rima Hassan, qui est inacceptable, inadmissible. Mais derrière, et ce que certains oublient, c'est que en s'attaquant à nous, on s'attaque plus largement à tous ceux, mouvements sociaux, syndicalistes, associatifs, qui oseront avoir la moindre parole critique de ce pouvoir sur quelque sujet que ce soit. Et ça, c'est une mise en danger, une mise en cause de ce qui fait la démocratie et l'état de droit dans ce pays. Parce que ce qui joue, c'est aussi l'accélération de toutes les réformes, de toutes les politiques antisociales au nom de ce qu'une certaine tête de liste présentait comme l'économie de guerre. L'économie de guerre qu'il faudrait mettre en place pour aider l'Ukraine. L'économie de guerre où il faudra envoyer des jeunes se battre sur le front ukrainien. Et au nom de cette économie de guerre, on vous justifiera toutes les politiques de casse sociale, toutes les politiques de remise en cause sociale et économique. Voilà comment ce qui se passe là-bas affecte déjà et va affecter encore plus notre propre vie et notre propre quotidien. Alors oui, notre liste, nos candidats et candidates, j'évoquais Rima Hassan, dont nous sommes fiers qu'elle ait accepté de participer à cette liste aux côtés de Manon Aubry, aux côtés de tous les candidats et candidates. Cette liste-là, je pense que c'est à la fois notre honneur et notre force qu'elle soit la liste de la paix, la liste du cessez-le-feu, la liste d'une autre vision des rapports internationaux et la liste qui permettrait, en envoyant un maximum de candidats et candidates à Bruxelles, d'avoir le véritable rapport de force que la France pourrait avoir si elle choisissait d'avoir une autre politique. Et donc cette question, c'est pas une question annexe ou conjoncturelle. C'est aussi une question pour l'avenir de ce que nous voulons. Quand nous disons le 9 juin, c'est l'après-Macron qui se joue. Oui, le 9 juin, c'est l'après-Macron. Parce que depuis 6 ans,
Emmanuel Macron a amoindri et affaibli la parole de notre pays, l'a complètement discrédité. Et le signal que nous pourrions envoyer, en mettant en tête la liste de l'Union populaire de Manon Aubry, en envoyant un maximum de candidats et de candidates devenir députés à Bruxelles, c'est aussi un message au monde. C'est aussi un message au monde pour dire la France insoumise, l'Union populaire, c'est cette idée de la France humaniste, cette idée de la France internationaliste, cette idée de la France alliée des peuples du monde entier. Et ce message, il retentira extrêmement loin et extrêmement fort, n'en doutez pas un instant. Voilà pourquoi je crois qu'on doit tous, dans les prochains jours et les prochaines semaines, au quotidien, autour de nous, au bouton de veste, comme on dit, aller défendre et aller présenter cette liste, expliquer autour de nous de quoi il s'agit. Il y a plein d'autres sujets. Là, je me suis centrée uniquement sur une thématique qui, je pense quand même, est structurante et fondamentale. Voilà pourquoi moi je crois qu'on peut faire la différence, parce que je pense que ce message de paix, de solidarité internationale, il peut être entendu et il peut convaincre. Alors camarades, maintenant, il n'y a plus qu'à. Merci Daniel. Merci à toutes et tous. Merci aux camarades qui ont organisé ce rassemblement. Je suis Aurélien Saint-Toul, député des Hauts-de-Seine. On m'a demandé de me présenter. Donc merci aux camarades qui ont organisé cette réunion publique. Merci à toutes celles qui l'ont préparée, toutes celles et ceux qui l'ont préparée, et à vous qui êtes venus. Merci à Daniel de nous faire l'amitié et l'honneur de venir s'exprimer dans les Hauts-de-Seine. À Gennevilliers. Alors, moi je regardais l'affiche. Et d'abord je la trouve belle, pas celle-là, hein. On est beau, mais celle-là, finalement je la trouve belle. Parce qu'elle répond bien, en réalité, au défi dont vient de parler Daniel. Le défi, c'est quoi? C'est la guerre de tous contre tous. C'est ça qui se prépare, c'est ça qui est en cours, c'est ça qui est en jeu. La guerre de tous contre tous, parce que la crise climatique, la crise écologique, on en est là. Dans le pays, aujourd'hui, on se demande si on va avoir de l'eau, s'il y a de l'eau. Avec ce problème des méga-bassines, vous avez peut-être entendu parler. Alors, les Hauts-de-Seine, c'est pas une terre très agricole, mais il n'empêche qu'il faudra bien qu'il y ait des agriculteurs en France pour nourrir les Alto-Séquanais, donc on se pose un peu la question. Et donc, déjà, en France, certains font main basse sur l'eau. Ils vont creuser des trous, faire des méga-bassines, et puis ils vont garder l'eau pour eux. Et que feront les autres? Que feront les voisins? Eh bien, ils vont tirer la langue, ils seront obligés de payer plus cher, ou alors s'en passer. Le problème se pose déjà. Moi, j'ai grandi à côté de Perpignan. Et à côté de Perpignan, eh bien, c'est déjà désertique. Ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas plu réellement à Perpignan. Voilà. Donc, c'est pas hyper loin. C'est pas le Sahara. C'est les Pyrénées-Orientales. Bon. Donc, le problème, il est déjà là. La rivalité qui s'exacerbe entre nous, entre tous, elle ne va qu'aller croissante. Et la guerre de tous contre tous, évidemment, elle se joue au niveau international, Daniel l'a montré. Évidemment, vous pouvez penser aussi à la question ukrainienne. Mais elle se joue aussi, et peut-être de façon encore plus directe et immédiate et violente, ici, maintenant, en France. Parce que la guerre de tous contre tous, c'est celle qu'organise le pouvoir en place, macroniste, de la mise en concurrence généralisée des uns contre les autres. Parce que vous savez bien que c'est en cassant les droits sociaux des travailleurs qu'on se permet de faire baisser le prix du travail systématiquement. Et on dit, ah, toi tu étais chauffeur de taxi, tu as payé tes cotisations, mais c'est mort. Parce qu'à côté, ils sont chez Uber, ils ne payent plus de cotisation. On leur paye même pas la cotisation. Et quand ils sont malades, eh ben tant pis, on les jette comme des Kleenex. Et de cette bataille-là, la guerre de tous contre tous, elle est commencée. Et c'est Macron qui tire les ficelles. Ce sont les amis de Macron qui tirent les ficelles. Dans le cas de Uber, intéressant quand même de se le rappeler. Uber, quand ils arrivent en France, leur modèle est illégal. Illégal. Mais ils ont énormément d'argent
et ils ont table ouverte. À l'époque, le ministre s'appelle Emmanuel Macron, c'est le ministre de l'économie. Et donc, comme ils arrivent avec des millions, et même des milliards, ils investissent tout de suite, ils créent leur système, et les gens commencent déjà à s'abonner. Et la justice commence son travail en disant « mais attendez, c'est pas légal, comment on va faire, etc. » Ils mettent des semaines, des mois, avant de monter un dossier complet, parce que, évidemment, c'est un peu compliqué. Et au bout du compte, au moment où on va pouvoir dire « c'est illégal », vous avez mis les gens en concurrence de façon illégale, vous avez fait tirer la langue aux uns, et vous avez asservi les autres. Eh bien, le président, qui n'était pas encore président, s'était débrouillé grâce aux socialistes. Exact. Grâce aux socialistes, rappelez-vous. Il a passé le message. Il a passé une loi, la loi Macron, pour légaliser les pratiques du beurre. Du beurre, c'était pas légal. C'est parce qu'ils l'ont rendu légal. Et aujourd'hui, il a fallu le combat d'une insoumise, pas d'un socialiste, pas d'un Glucksmann, qui tire la couverture aujourd'hui en faisant le malin, en disant « mais moi aussi, j'ai participé à la question de la directive des travailleurs, etc. » Que dalle. Que dalle. Il a fallu une insoumise pour aller chercher la reconnaissance du salariat, la présomption de salariat. Et ça, c'est un droit fondamental, parce que si vous n'avez pas ça, fini la sécu, fini les retraites, fini toute la protection sociale. Et ça ne se fait pas en faisant des gentilles phrases, en faisant des petites condamnations morales, en tortillant gentiment devant un plateau sympathique, en disant que oui, quand même, vous comprenez, un tel il parle un peu fort, et puis il n'a pas cité le bon titre, c'est pas le bon ouvrage, et puis vous comprenez, sa comparaison est un peu outrancière. Terrible. Non, ça se fait avec des combattants, parce que c'est la lutte des classes, la division qui est face à nous. Et que dans la lutte des classes, il y a des classes, et il y a la lutte. Et que la lutte, pour ça, il faut des lutteurs. Et moi, pour lutter, j'ai infiniment plus confiance en eux, qu'en Glucksmann. On ne va pas tourner autour du pot. Vous pensez que Marie Toussaint, elle est de taille réellement à aller les secouer? Moi, je ne crois pas. Glucksmann, il est de taille à aller les secouer. Il les a aidés. Pendant des années, il les a aidés. Aujourd'hui, ils expliquent que c'est eux, la gauche, et l'union de la gauche. Mais soyons sérieux. Quel est l'enjeu de cette élection? Mais simple, très très simple. Mettre une raclée à Macron. Est-ce qu'ils sont capables de le formuler comme ça? Si jamais vous l'entendiez un jour dire on va mettre une raclée à Macron, peut-être vous pourriez vous demander si vous alliez voter pour lui. Mais jamais il aura l'audace même de dire cette vérité simple et élémentaire, que dans cette élection, ce qui se joue, c'est pas changer la vie parce que le Parlement européen, même s'il a un certain pouvoir, les Français sont pas stupides, c'est pas pour rien qu'ils s'abstiennent d'habitude. Ils savent bien que du jour au lendemain, leur vie sera pas changée parce qu'on aura envoyé une majorité de gauche au Parlement européen. C'est pas vrai. On a des gens qui vont se battre, qui vont changer les choses, qui vont débusquer les mensonges, qui vont être le gravier dans leurs chaussures. On a bien l'intention de le faire. Mais il serait faux, dangereux, malhonnête, méprisant de dire aux gens « allez-y, du jour au lendemain, vous allez changer la vie. Le Parlement européen n'a pas ce pouvoir. » En revanche, on sait quel est l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'au soir du 9 juin, si vous avez Jordan Bardella en tête, et que derrière lui, bonne observation du jeune camarade, il n'a rien foutu, lui. Effectivement, allez voir les statistiques, c'est édifiant. Mais si vous avez un Bardella en tête au soir du premier tour, qu'est-ce qui va empêcher la cléricature médiatique? Qu'est-ce qui va empêcher les Pascal Praud et compagnie de nous expliquer que la voie royale est tracée à Marine Le Pen vers l'Élysée? Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher? À part d'avoir des insoumis très hauts. Très hauts. Vous pensez qu'un Glucksmann va les faire frissonner? Jamais de la vie. La seule chose qui peut les empêcher, c'est la stratégie d'union populaire. Celle qu'ils ont sabotée, parce qu'ils l'ont sabotée, vous le savez bien. Ils nous expliquent qu'aujourd'hui, on serait des gens infréquentables et ceci et cela.
Islamiste. Ils nous trouvaient très fréquentables en 2022 quand il s'agissait de sauver leurs fesses. Ça, c'est réglé. Puis bizarrement, aux élections sénatoriales, certains étaient prêts. Ils étaient prêts à négocier si ça les arrangeait, puis finalement pas, etc., etc. Alors vous avez des endroits où ils se sont dit, ah quand même, on pourrait peut-être essayer de gratter des voix avec des insoumis, puis d'autres endroits où on dit, ah non, pas avec des insoumis, avec des communistes, on va y arriver, etc., etc. Un seul souci, une seule préoccupation, leur nombril, leur boutique. Nous étions sérieux, nous leur avions dit, on a le programme, c'est le programme de la NUPES. On ne vous demande rien, un sénateur, juste pour être représenté dans cette chambre, dans cette assemblée où tout se fait sans nous, alors qu'on est la première force de gauche de ce pays. C'était pas une prétention dingue. Même ça, ils n'en ont pas voulu. Après, ils nous ont inventé ensuite des excuses. Ils nous ont dit qu'on était ambigus, qu'on parlait fort, qu'on faisait peur aux gens, etc. On verra si on fait peur aux gens. La réalité, c'est que vous le savez bien quand vous allez frapper aux portes des gens. Ici, dans les cités populaires, dans les villes populaires, la réponse est, il n'y en a qu'un qui nous défend, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Et vous le savez tous, on l'a tous expérimenté. Les autres, ils s'étaleraient, ils s'aplatiraient. Voilà de quoi il est question. Comme ils s'aplatissent systématiquement quand, à l'Assemblée nationale, on se retrouve à discuter avec le gouvernement parce que telle ou telle régression, nous, on la refuse catégoriquement et ils nous disent, et eux répondent. Bon, nous allons accepter de co-construire, nous allons venir avec vous au ministère, on sollicite une réunion. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça se passe, tu les connais. Ils font comme ça. Les socialistes, ils arrivent, la bouche en cœur. Merci, vraiment, je remercie beaucoup le ministre parce qu'il a fait preuve d'une grande capacité d'écoute. Et pourtant, c'est moi qui vous le dis, je suis pas le plus dur. Hein. Je suis pas le plus dur, moi. Je passe pour être celui qui dit des gentillesses en permanence du ministre de la Défense parce qu'on avait eu une discussion. Vous n'allez pas insulter, en fait. C'est tellement rare que voilà. Bref. Je ne veux pas m'attarder sur ces histoires, mais rendez-vous compte. Si le 9 juin, au soir, on les laisse dérouler leur récit, je ne dis pas que tout est perdu. C'est pas notre genre. Ça fait 15 ans qu'on mouline, on ne va pas s'arrêter maintenant. Mais, évidemment que l'enjeu, c'est de mettre une raclée à Macron. Et que, pour ça, il n'y a que le bulletin Manon Henry qui soit crédible. Sauf à vouloir se confier la destinée du pays aux racistes. Il y en aura qui le feront. Mais nous, précisément, c'est notre fonction de résister à ça. C'est notre fonction de jamais trembler, de jamais laisser louvoyer. Donc, dites-le bien autour de vous. Vous, ici, vous êtes déjà un peu convaincus, je crois. Mais, autour de vous, combien vous diront, mais ça sert à rien? Et dites-leur bien, si ça sert. Parce qu'en politique, si tu n'avances pas, tu recules. Et qu'on n'a pas le temps de reculer. On ne peut pas se permettre de reculer. Parce qu'en 2027, ce qui est devant nous, c'est énorme comme risque. Parce que c'est déjà commencé. Parce qu'aujourd'hui, les libertés publiques dans ce pays ne sont plus respectées. Elles sont bafouées régulièrement. Parce qu'on peut se faire tuer quand on refuse d'obtempérer. C'est pas bien de refuser d'obtempérer. Hein. Vous m'entendez bien. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Mais si jamais ça arrivait à quelqu'un parmi vous ou de votre connaissance, j'imagine que vous ne souhaitez pas qu'on le tue pour autant. Parce que dans ce pays, même quand on commet le pire crime, a priori, on n'est pas sanctionné de mort. La peine de mort n'existe pas. Quand bien même on s'est rendu gravement coupable. Même Netanyahou, on ne le condamnerait pas à mort. Alors que pourtant, il semblerait que ce monsieur soit rendu coupable de crimes très graves. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour internationale de justice. On est dans une situation où les libertés publiques ne sont plus garanties, et j'ai une liste là, je vous l'ai faite un peu, je vais vous l'abréger parce que j'ai 15 points, et que j'en ai encore pour 2 heures si on s'y met. Dissolution des soulèvements de la terre. Alors bon, on a été sauvé par le Conseil d'État. Ça n'arrive pas tout le temps, mais en ce moment, le Conseil d'État sauve la démocratie dans ce pays. Dissolution des soulèvements de la terre. Ah bah c'était pas légal. Ils l'ont fait. Heureusement, on les a sauvés. On a eu la loi immigration.
celle-là, elle est pas mal parce que, enfin, elle est pas mal façon de parler. Parce que la loi immigration, vous vous rappelez, texte dégueu, raciste, le programme de Jean-Marie Le Pen, un petit morceau, un peu comme les yaourts aux fruits, vous retrouvez les gros morceaux de facho dedans. Et vous savez, la négociation qui a eu lieu entre les macronistes et LR. Et alors là, quand même, rendez-vous compte à quel point l'esprit public est abaissé, piétiné, par les gens même qui prétendent être des gens raisonnables, des garants de la démocratie, de l'état de droit, etc. Les trompettes. La réalité, c'est que ceux-là se mettent à discuter et que les macronistes jouent un tour à LR, parce qu'évidemment, Ciotti, c'est la course à l'échalote, il veut montrer qu'il est plus raciste que les racistes. Bon. Et donc, ils se mettent d'accord sur une version du texte dont, en fait, les macronistes savent très bien que la plupart des concessions qu'ils ont fait aux républicains, elles vont tomber parce que le texte va être examiné par le Conseil constitutionnel et va dire ça, c'est pas constitutionnel, ça, c'est pas constitutionnel, etc., etc. Donc, un gouvernement prend sur lui de faire adopter un texte parfaitement anticonstitutionnel en toute conscience, en disant « Oh, le Conseil fera son travail », histoire d'embrouiller et son partenaire et le reste de la société. Mais enfin, vous vous rendez compte, ça veut dire que, je reprends souvent cette image ces derniers temps, mais vous vous dites « Bon, je vais distribuer des armes, là, dans la rue, puis il y aura bien la police qui fera son travail. » Vous imaginez si elle ne l'avait pas fait? Si le Conseil constitutionnel n'avait pas fait, cette fois-ci, son travail, de quoi il serait? De quoi on souffrirait aujourd'hui? Et on serait dans un état encore plus dégradé, dans lequel les libertés publiques, le droit des personnes, les droits humains seraient bafoués. Et alors, bien sûr, il y a une dimension morale, il y a une dimension politique, il y a une dimension de droit, mais quand je vois tout le racisme qui suinte désormais du gouvernement et de tous ses porte-paroles, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un réflexe, une réflexion. Non seulement c'est pas bien, c'est méchant, c'est injuste, c'est immoral, mais en plus c'est tellement bête. Je vais vous raconter une petite histoire. Au sein de la commission de la défense, on a fait une série d'auditions où on parlait de la politique de la France à l'égard de l'Afrique. Alors, on a fini par leur faire comprendre quand même qu'il n'y avait pas qu'une seule Afrique, qu'il y avait plein de pays, qu'il y avait plein d'États différents, plein d'enjeux différents, plein de relations possibles, bref. Mais quand même, arrive là-dessus la loi immigration. Et alors que pendant des semaines, bon, il y a un certain nombre de gros droitiers, la commission de la défense, qui arrivent et qui font les malins en disant quand même, dans la relation avec l'Afrique, ça devrait être... on devrait rester quand même une espèce de pays enthousiasmant, disons, pour les Africains. Voilà, quelque chose comme ça, vous voyez la tonalité. Dans le même temps, il vous expliquait qu'il fallait absolument plus permettre aux étudiants étrangers, donc africains, de venir en France. Mais vous ne pouvez pas juste d'abord être cohérent. Je ne vous demande même pas d'être respectueux, soyez au moins cohérent. Dites quelque chose et faites-le. Si vous voulez que le pays rayonne, si vous avez une ambition de grandeur, n'ayez pas honte, moi j'ai une ambition de grandeur pour mon pays. Je n'ai pas l'impression qu'on doit être voué à être rikiki, à ne parler qu'à soi-même, à se tourner autour de notre nombril et d'avoir peur de tous. Mais soyez au moins cohérents. Si vous avez tellement peur des autres, comment vous imaginez pouvoir donner envie? Comment vous imaginez pouvoir donner envie? Bref, c'était ma parenthèse, mais à chaque fois ça me paraît dingue. Alors, cette guerre de tous contre tous, qui était le point de départ, ils la poursuivent. Je vous ai parlé, évidemment, des droits des travailleurs. Il y a toute une série d'attaques contre les droits des travailleurs, vous les connaissez tous, la façon dont ils ont lutté ou démantelé tous les services publics au fur et à mesure. Je voudrais m'arrêter, et je ne ferai pas beaucoup plus long, parce que sinon, ça m'emmènerait trop loin, mais sur le cas de l'école. L'école, vous vous rendez compte? D'abord, ils ont annoncé cette année 790 millions, c'est ça? 790 millions, quasiment 800 millions de coupes dans le budget de l'éducation nationale.
800 millions. C'était prévu, puis finalement, on va le raboter. Mais le même Attal, qui a été ministre éphémère de l'Éducation nationale, vient prêter serment, enfin, il prête pas serment quand on devient ministre, mais il devient Premier ministre, et la main sur le cœur, il vous jure, ce sera la grande cause de... Alors, c'est pas son quinquennat strictement, mais ça reste vraiment la mère de toutes les batailles et de ma préoccupation première. 800 millions en moins. Bim. Vous imaginez si ça n'avait pas été sa préoccupation première. Qu'est-ce qu'il en aurait mis? Et puis il continue. Je pense à la première citation. Le premier truc qu'il a dit quand il est devenu ministre de l'Éducation, il a dit que l'autorité était le fondement et l'objectif, qu'il fallait absolument remettre l'autorité au centre. Alors permettez-moi une petite observation sur l'autorité. J'ai été prof, pas longtemps, j'avais l'autorité de tout le monde, je dirais un petit peu, mais en réalité, dans un pays, dans une classe, partout, l'autorité, ça n'est pas une fin en soi, sauf pour les imbéciles et les fascistes. La réalité, c'est que l'autorité, elle se fonde sur quelque chose. Elle se fonde sur la confiance. Vous avez une autorité, si les personnes en face de vous pensent que vous allez les tirer vers le haut, je dis ça parce qu'en général, ce sont des élèves. L'autorité, elle se fonde sur la bienveillance. Parce que l'autorité, c'est pas le pouvoir de contraindre. Ça, c'est la force. Et la force, c'est vraiment le degré 0 de la pédagogie. C'est même le degré -1 de la pédagogie. Vous n'apprendrez jamais rien à personne par la force. Tu vas la retenir, ta de multiplication. Évidemment, vous ne retiendrez jamais rien comme ça. La seule chose que vous pouvez produire, l'autorité, ça ne se décrète pas. Ça se produit par la confiance qu'on a réussi à instiller dans le public qu'on a en face de soi. Et donc lui, par contre, pense que l'autorité, c'est une fin en soi, comme je vous dis. Réellement, hein. À part, soit vous êtes bête, soit vous êtes fasciste. Mais vous ne pouvez pas construire votre modèle de société sur l'idée que l'autorité est une fin en soi. Elle est le levier, elle est le moyen de faire progresser éventuellement des élèves, des amis, des personnes qui se fient à vous. Et aujourd'hui, on en est là. Devenu Premier ministre, il fait des annonces sur l'autorité. Mais enfin, c'est vraiment du niveau d'un Premier ministre. Rendez-vous compte, on en est au point où l'UNICEF nous affiche en nous disant on a un problème là, on a un problème en France, les droits des enfants ne vont plus être respectés. Mais vous vous rendez compte qu'il y a quelques années, on disait ça de Marine Le Pen, on rappelait, en tout cas moi je le faisais sur la réunion publique, je disais quand même, regardez un peu le programme de Marine Le Pen qui est soi-disant devenu si gentil. Dans le programme de Marine Le Pen, il y avait le fait que les enfants, parce qu'ils étaient étrangers, n'avaient plus le droit à la scolarisation gratuite. Et donc nous, on disait, mais Madame Le Pen, bon, encore une fois, c'est vraiment pas bien, c'est pas gentil, mais c'est pas légal. La Convention internationale des droits des enfants, ça existe. Bon, ça nous contraint, ça nous oblige. Bon, personne, vous avez remarqué qu'il n'y a jamais un journaliste qui a posé la question? Pas un, hein? Pas zéro. Pas un, bizarrement. Et donc, là, l'UNICEF, c'est pas à Marine Le Pen qui demande des comptes. C'est carrément à Gabriel Attal, celui qui était censé être le barrage contre l'extrême droite, le rival, le vrai rival, celui qui devait être normalement son opposant à Bardella. Alors qu'en fait, ils semblent plutôt être une copie. Bardella étant juste pas encore au pouvoir, mais vu ce qu'il leur prépare, si on ne se bouge pas, ils finiront par y arriver. Et le dernier point sur l'école, parce que, voilà, le choc des savoirs. Ça aussi, une belle trouvaille. Les communicants, je les adore. Choc des savoirs. En même temps, vous voyez que tout est lié. Je vous ai dit tout à l'heure que apprenez, table de multiplication, choc des savoirs, ils sont dans le même imaginaire. Je ne pensais pas que les savoirs, c'était un choc, que ça produisait un choc.
En général, c'est une révélation peut-être à savoir, mais c'est pas un choc. Et alors, ils ont appelé ça choc des savoirs, alors qu'en fait, c'est massacre de l'école, tout bêtement. Puisqu'il s'agit de créer des groupes de niveau, et au cas où vous n'auriez pas compris, ça veut dire les gosses de pauvres, d'un côté, les gosses de classe moyenne, au milieu, et puis les gosses de riches. Ou alors ceux qui sont moyennement riches, parce que les riches, ils sont déjà allés dans le privé, à Stanislas, comme Léa Castera et ses enfants. Bref. Je dis ça en blaguant un petit peu, mais rendez-vous compte, on ne connaît pas tous l'histoire du système éducatif français, mais dans les années 70, on a eu une conquête énorme, formidable, exceptionnelle. Ça s'appelle le collège unique. Pour des raisons totalement idéologiques, la droite, depuis 50 ans, glapit contre le collège unique et explique que c'est l'enfer, c'est le nivellement par le bas, c'est terrible. Non, c'était juste la fin de l'entre-soi. Vous aviez un pourcentage très réduit d'enfants de la bourgeoisie qui allaient dans le lycée et qui allaient faire le bac, passer le bac. Puis vous aviez tous les gosses des classes moyennes et populaires qu'on mettait dans ce qu'on appelait le primaire supérieur, avant le collège unique. Et dans le primaire supérieur, ils finissaient par apprendre un métier rapidement, etc. Mais surtout, ils n'auraient pas le bac. Donc évidemment, ça les a rendus fous de perdre leur privilège d'accéder. Alors à l'époque, un des symboles de ce privilège, c'était d'apprendre le latin. Alors moi qui suis prof de latin, je vous dis que ça a été une grande conquête parce que tout le monde pouvait accéder à ces savoirs-là, à ces savoirs académiques, réputés plus nobles, et non, le niveau n'a pas baissé, au contraire, il a augmenté largement, parce que le niveau moyen de la population, il a augmenté considérablement. Et ça, tout le monde le sait. Sauf eux, puisqu'évidemment, ils ne supportent pas l'idée que leurs enfants soient à côté d'enfants des classes populaires. Et si on laisse faire cette idée de choc des savoirs, alors nous subirons une régression démocratique de 50 ans. Voilà. Je crois que j'ai dit déjà ce que je voulais dire sur le risque, sur la situation dans laquelle on se trouve, sur la menace, sur notre capacité à résister, sur les raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas s'abstenir, sur les raisons pour lesquelles il ne faut pas faire confiance aux autres là, qui sont les ralliés de la 25e heure. Il faut des gens capables de se battre, comme Manon, comme Younous, comme Jean-Luc, comme Rima, comme Marina, comme Anthony, et comme tous les autres. Et comme il est d'usage, j'aimerais quand même finir avec une citation. Parce que on est des insoumis et qu'on aime la poésie. J'ai trouvé une citation de René Char. René Char est un poète, mais aussi un résistant, grand résistant. Et il écrivait, il prenait des notes pendant la guerre, dans le maquis, qui ont donné un petit livre qui s'appelle Les feuillets d'hypnose. Ça paraît dans un truc plus large, ça s'appelle Fureur et mystère. Et il donnait, d'une certaine façon, la ligne de conduite pour un résistant. Alors évidemment, c'est très présomptueux de dire qu'on serait des résistants de la trempe d'un René Char, et comme il faut être extrêmement rigoureux, ne pas parler, ne pas comparer la Deuxième Guerre mondiale et la situation présente, quoi qu'il soit question de génocide aussi. Comme il faut être très prudent, je suis très prudent, et je n'aurai pas l'outrecuidance de m'égaler à un René Char. Mais René Char nous dit quelle est l'attitude qu'il faut avoir face à la lutte qu'on engage. Il nous dit quel est le genre d'esprit, de résistance, comment il faut aller son chemin sans barguigner, sans hésiter, mais sans aussi s'abandonner à des logiques de parti qui seraient mortifères. Il faut faire son devoir. Il écrit « Nous n'appartenons à personne, sinon au point d'or de cette lampe inconnue de nous, inaccessible à nous, qui tient éveillé le courage et le silence. » Je me tais.
Merci beaucoup. Écoutez, c'était une sacrée soirée. J'espère que vous avez été bien